Au pied de la cordillère des Andes, sur fond de neige persistante, la prospérité de quelques villes de l'Argentine est directement liée à celle de la vigne. Introduite par les jésuites et les augustins entre 1536 et 1560, lors de la conquête espagnole, elle n'a pas cessé d'être cultivée pour les usages profanes, aussi bien que religieux. Les hautes montagnes, culminant à près de 7000 mètres d'altitude, jouent un rôle capital dans l'aptitude des terroirs à produire des vins de grande qualité. Il a fallu domestiquer l'eau qu'elle recèle. Rien d'étonnant que l'Argentine soit le 5e producteur de vin, avec 14 millions d'hectolitres sur une surface plantée de 209 000 hectares. Située dans l'hémisphère sud, l'Argentine dispose d'une zone tempérée comparable à celle de l'Espagne ou de l'Italie. Les vignobles, Salta, Catamarca, Rioja, San Juan, Mendoza, San Rafael et Rio Negro sont autant d'oasis dans des régions désertiques. La ville de Mendoza s'enorgueillit d'être la terre du vin, comme le proclame le message de bienvenue accueillant ceux qui descendent de l'avion. Cette oasis, qui reçoit l'eau bienfaisante de la cordillère, est le cœur viticole de l'Argentine, avec 70% de sa production. Elle vit au rythme des saisons. Les vendanges en sont le point d'orgue. Les immigrants italiens et espagnols furent les pionniers qui apportèrent dans ce pays leur savoir-faire vitivinicole. Dans la Bodega Lopez, depuis plus de 100 ans, l'esprit de famille est resté vivant. Aujourd'hui, avec un vignoble de plus de 1000 hectares, elle dispose d'une capacité de 370 000 hectolitres, dont 5 000 hectolitres en fût de chêne français. Si l'on maîtrise toutes les techniques modernes, c'est pour mieux valoriser le savoir empirique fondé sur une tradition ancestrale. On peut dire que d'une certaine manière, pour l'élaboration, on associe la nouvelle technologie avec des cuves de fermentation, comme nous le voyons ici, en acier inoxydable avec contrôle de température, et la méthode traditionnelle pour notre grand cru, en rouge, qui est le vieillissement et l'élevage dans ces pièces de bois, qui sont des tonneaux qui ont environ entre 60 et 80 ans, et permettent d'avoir une homogénéité et un style qui se gardent avec le temps. Notre grande différence avec la plupart des autres caves d'Argentine, c'est l'utilisation de grands tonneaux, ces grands foudres de plus de 5000 litres qu'on utilisait au début du siècle. Avec ces grands foudres, nous cherchons à réaliser des vins harmonieux, équilibrés, la présence du bois étant seulement un apport complémentaire, le vin lui-même restant la partie la plus importante du produit. La variété, les caractéristiques organoleptiques doivent rester l'élément principal d'un vin. Mon arrière-grand-père est arrivé d'Espagne, où il cultivait la vigne et l'olivier vers 1886. Après le phylloxéra, ce fléau dévastateur du vignoble, il a émigré en Argentine en quête d'horizons meilleurs. Et il est arrivé, comme beaucoup d'Espagnols et d'Italiens, à la conquête de l'Amérique. Mon grand-père, mon père et nous, mon frère et moi, la 4e génération, essayons de perpétuer l'idéal de mon arrière-grand-père et de mon grand-père, qui souhaitaient élaborer des vins de grande qualité. Carmelo travaille avec la famille Lopez depuis plus de 55 ans. Nous allons déguster un rouge Montcheneau de la vendange 1972, mis en bouteille en 1983, ce qui veut dire qu'il aura bientôt passé 20 ans en bouteille. C'est un assemblage de Cabernet Sauvignon, un peu de Merlot et de Malbec.
De couleur violacée, rubis au début, il passe ensuite à une couleur brique, marron, tuilé, ce qui est propre à son évolution à travers tout ce temps. On sent toute la complexité des arômes qui proviennent de la variété, associés à tous les esters qui se sont développés au cours du processus évolutif. On peut dire que ce vin a développé une quantité de notes aromatiques qui constituent le bouquet du vin. On peut les définir par un goût de cuir, de chocolat, de café, toute une série de notes qui composent le véritable bouquet, très apprécié, et qu'on ne se lasse pas de déguster. C'est un vin dont il faut profiter longuement, à partager avec des amis au cours d'un repas, avec un bon fromage, un bon jambon. Plutôt que comme un simple vin, il faut l'apprécier comme un nectar. L'administration vitivinicole centrale de l'Argentine n'est pas à Buenos Aires, mais bien à Mendoza. C'est l'INV. L'Institut certifie et avalise tout le vin qui est exporté. En Argentine, il y a 10 ans, le montant des exportations vitivinicoles représentait environ 8 millions de dollars. Aujourd'hui, il est de plus de 200 millions de dollars. Ce qui veut dire que sans être un acteur principal au niveau international, il a cependant trouvé sa place sur le marché mondial. Et en apportant un soutien technique et scientifique, le travail de l'Institut national de vitiviniculture est particulièrement important pour les exportations de l'Argentine. Le laboratoire central de l'INV assure le suivi qualitatif des vins. Il en vérifie soigneusement la composition par les moyens analytiques classiques et ceux de la dernière technologie. Mais l'INV patronne, en outre, Vinandino, le plus grand concours international de l'Amérique du Sud, qui rassemble quelques 2000 échantillons soumis à l'appréciation de dégustateurs venant des grands pays vinicoles du monde. Dans la région de Luján de Cuyo, où fut créée la première appellation contrôlée, Pedro Rossell Boer, ingénieur agronome et diplômé de Bordeaux, ancien professeur d'œnologie, nous reçoit dans la cave familiale où il assemble, comme en Champagne, l'un des meilleurs vins effervescents de Pinot Noir et de Chardonnay. Ces vins mousseux sont élaborés avec des raisins des régions hautes de la vallée de Uco, de Tupungato, située à 1500-1600 mètres, et des raisins de la zone basse, Lulunta et Barrancas, qui se trouvent à plus ou moins 950 mètres. 10% proviennent des régions basses et 90% des régions hautes. C'est ce qui donne à nos vins un corps spécial. La région haute apporte l'acidité et les arômes, et la zone basse le corps et une évolution plus rapide. Ici, on ne cultive pas seulement la vigne, mais aussi l'amitié. Le président de l'Office international de la vigne et du vin rend visite à Pedro Rossell pour un instant de convivialité. Cette petite cave est un échantillon représentatif de la vitiviniculture moderne, qui a compris le défi que représentait le marché international. Les producteurs argentins ont relevé ce défi et ont commencé à améliorer leurs vignobles, leurs caves, à noter leurs vins et à les porter à leur expression maximale. La réputation qui nous est généralement accordée nous porte à être vraiment très optimistes pour l'avenir de la vitiviniculture. Le vin n'est pas un élément isolé, ce n'est pas seulement un commerce, c'est ça et beaucoup d'autres choses, parmi lesquelles, bien évidemment, la culture.
Tout d'abord, c'est un vin qui a passé plusieurs heures sur ses lits. Mais en plus, il a cette complexité qui permet de dire que c'est un vin qui a du corps. C'était notre idée de rechercher un mousseux qui aurait beaucoup de corps. De cette façon, il ressemble davantage au champagne français. Mais en plus, il a ces arômes très complexes de fruits frais. Il est extrêmement agréable. Ce sont toutes ces conditions que nous essayons de réunir pour ces vins, qui sont les représentants de l'Argentine à travers le monde. On n'en a jamais fini avec le vin, c'est toujours une éternelle recherche de perfectionnement, d'amélioration. Je crois que c'est sur ce point que nous devons insister, comme le font les marchés en général, de participer dans les meilleures conditions à la recherche permanente de cette qualité, de cette identité propre des vins de notre pays. En route pour la vallée de Uco, au pied du Tupungato, culminant à 6800 mètres d'altitude. Il y a 10 ans, la vigne y était rare, à peine 2500 hectares. Aujourd'hui, 7500. Dans ces vignobles d'altitude, le prix de la terre est passé de 500 à 10 000 $ l'hectare. Toutes les grandes maisons de vin, argentines, françaises, espagnoles ou américaines, y ont planté leurs vignobles. L'écart important de température entre le jour et la nuit, 15 degrés, permet aux raisins de bien mûrir la journée et de se reposer la nuit, d'obtenir ainsi une très belle couleur et de très bons parfums. Et le travail de photosynthèse peut se faire la nuit, dans des conditions optimales. Ici, nous pratiquons la culture palissée. Nous n'utilisons pas les pergolas typiques de Mendoza. La pergola ne laisse pas passer autant de lumière sur les grappes. Comme elles sont suspendues, ce sont les feuilles qui profitent de la lumière. C'est pour cette raison que nous avons préféré le palissage orienté nord-sud, qui leur donne du soleil le matin et le soir. On obtient entre 1 et 2 kg par plante, soit l'équivalent de 1 à 2 bouteilles de 75 centilitres, ce qui signifie que Salentine élabore un produit de grande qualité. La Bodega Salentine a bâti en 1997 une cave ultramoderne qui témoigne de la volonté de produire un vin de haut niveau dans un cadre exceptionnel. En forme de croix grecque orientée par la rose des vents, ce temple du vin, au milieu de nulle part, est imprégné de mystère. L'ombre de la cordillère des Andes porte des légendes extraordinaires. Les sous-sols de la cave sont la partie la plus importante, la partie la plus majestueuse du lieu. L'édifice est surmonté au centre par une rose des vents, orientée très exactement au nord. Nous voulons ainsi que la cave et par conséquent le vin puisse évoquer sa connexion avec le reste du monde. Les barriques reposent à l'intérieur d'un temple dédié entièrement au vin. À Mendoza, c'est la fête des vendanges. La ville et la campagne, les paysans et les propriétaires se rencontrent pour célébrer ensemble la récolte nouvelle. Les équipages sont sortis des fincas, les vêtements traditionnels sont sortis des armoires, les gauchos sont là avec leurs montures. Au cours de la semaine, 300 000 personnes auront participé.
saber del cuidado y el uso racional del agua es lo que nos va a permitir en el futuro contar con estos árboles, con esta vida saludable, con este clima en la provincia de Mendoza. Una historia plena de cultura, de emoción y de raíces nos trae nuestra patrona de los viñedos y de protección por los viñedos de la tierra mendocina. Fuerte el aplauso para nuestra Virgen de la Carrodilla. Salud, Virgen. La fête de la vendange, qui a ses racines profondes dans l'histoire millénaire du vin, a commencé ici, il y a 70 ans, et se renouvelle chaque année. Es el comienzo de la cosecha, es nuestra fiesta de la vendimia. Hace muchos años, yo abandoné aquella tierra en la bodega de un barco, sin más rumbo ni equipaje que un corazón angustiado. Cansancio de siglos, el hombre ya comenzó a soñar el fruto de sus esfuerzos. El labriego ha invocado nuevamente el milagro de la vida. En 1885, la ligne de chemin de fer fut ouverte. Mendoza, désertique et perdue au pied des Andes, séparée de la mer par une montagne infranchissable, connaît alors un développement considérable. Les immigrants arrivent avec leur force de travail et leur savoir-faire. On plante, on irrigue et l'on produit à très haut rendement des vins qui vont approvisionner par train entier la capitale. La vigne, le raisin et le vin, aux origines sacralisées, sont placés sous le regard de la Vierge populaire de la Carrodilla. La production de masse s'installe pour un siècle. D'immenses caves sont créées. D'énormes foudres de bois sont construits pour recevoir la boisson nationale. L'État y stocke les vins pour réguler le marché, mais il est impossible de maîtriser la qualité. Plus tard, c'est le béton qui prend le relais pour construire une des plus grandes cuves du monde, d'une capacité de 52 250 hectolitres, qui était remplie et vidée 5 fois par mois. Ces grandes entreprises ont changé de main. L'entreprise d'État Giol a été privatisée, Peñaflor est devenue multinationale. Aujourd'hui, cette cuve sert d'entrepôt pour les barriques, ou parfois de salle de conférence ou de banquet. La création en 1883 de la Bodega Trapiche par Tiburcio Benegas est le point de départ d'une aventure familiale qui a fondé une marque réputée dans le monde entier. L'aventure se poursuit grâce à son arrière-petit-fils Federico, dans une petite cave familiale. La Bodega Benegas est tout aussi prestigieuse.
Dans la province, il n'y avait pas de cépages fins. Il a donc fallu les faire venir. Mon arrière-grand-père a traversé la cordillère à dos de mulet pour aller au Chili, chercher des cépages comme le Cabernet et le Merlot. Ce qui est drôle, c'est qu'avec les premières neiges, les cols ont été bloqués et il a dû revenir avec ses cépages sous le bras, en bateau à Buenos Aires par le détroit de Magellan, ce qui à l'époque représentait environ un mois de voyage. Plus tard, son fils Pedro a voyagé pratiquement partout en France pour apporter beaucoup de cépages différents. Benegas a été la seule famille à cultiver ces cépages fins qui produisaient peu. Mendoza avait toujours privilégié la quantité à la qualité. Pendant tout le XIXe siècle, jusqu'en 1883, la superficie des vignobles de Mendoza a été en moyenne de 2000 hectares. En 1883, quand mon arrière-grand-père a commencé, c'était le début de la vague de l'industrie vitivinicole à Mendoza. On est passé de 2000 hectares à 6000 hectares en 1886. Et cette augmentation n'a jamais cessé, jusqu'aux chiffres qui ont parfois même été un peu plus élevés, mais qui sont encore aujourd'hui d'environ 200 000 hectares de vignobles. C'est un vignoble de Cabernet Franc qui a 100 ans, donc très ancien, rapporté de Bordeaux par Pedro Benegas. Nous avons une très bonne concentration de tanins doux, de bons tanins qui vont donner une bonne vendange, tout au moins dans cette partie du vignoble. Le sol et le climat du domaine sont très particuliers. Il a été planté dans le prolongement du lit de la rivière Mendoza, qui a déposé là des galets pendant des centaines d'années. La rivière débouche sur la plaine, juste à l'endroit où commence le domaine. En amont, la rivière coule en torrent et elle apporte ici toute la fraîcheur de la montagne, créant des différences thermiques qui permettent aux raisins d'avoir d'excellents polyphénols pour les parfums et les tanins. C'est vraiment quelque chose de très beau. Salut Dario. Comment ça va? Bien. Comment sont organisés les tours d'eau? Comment ça se passe cette semaine? Lundi jusqu'à dimanche, on arrose aussi le merlot, le sangiovese, Et ensuite? le cabernet sauvignon et le petit verdot. Quand les Espagnols sont arrivés à Mendoza, les Indiens irriguaient déjà. En 1780 a eu lieu la première modernisation du système indien d'irrigation, quand Mendoza dépendait alors du gouvernement de Cordoba. Ce système est resté en place pratiquement 100 ans, jusqu'à la fin de 1880, quand mon arrière-grand-père, Tiburcio Benegas, a demandé au président de la République de l'époque, le général Julio Argentino Roca, de trouver un ingénieur spécialisé en irrigation pour moderniser tout le système de la province. C'est à ce moment-là que l'ingénieur italien Cipoletti est venu ici et il a donné son nom au barrage qu'il construisit sur la rivière Mendoza. Ce fut la pièce maîtresse du système d'irrigation de la province pendant encore 100 ans. L'eau relève du pénal à Mendoza. Celui qui vole de l'eau va directement en prison sans autre forme de procès. La province de Mendoza est riche, car elle dispose d'importantes réserves provenant de la fonte des neiges. Dans les pays secs, l'eau est un sujet politique. En 1884,
la loi créa le département général de l'eau, qui fut chargé aussi bien du domaine public que privé. Les immigrants apportèrent avec eux la tradition hispano-arabe de la gestion de l'eau et le modèle méditerranéen de l'irrigation. Le plus intéressant dans tout ça, c'est de voir comment les gens du XVIIIe siècle, la société civile de Mendoza, a organisé le système d'eau en système indépendant, à l'écart du système politique. Il existe toujours à Mendoza toute une législation qui permet aux agriculteurs eux-mêmes, organisés en inspection, d'élire l'un d'entre eux ou tout un groupe pour les représenter auprès de l'administration des canaux. C'est un cas qu'on vient étudier d'un peu partout, car évidemment c'est une véritable démocratie de l'eau, qui, avec des problèmes plus ou moins importants, a toujours réussi à trouver des solutions à la distribution de l'eau pour permettre à tous ceux qui en ont le droit de l'utiliser le mieux possible. El agua de lluvia prácticamente no la tenemos en cuenta. Nous ne tenons pratiquement pas compte de l'eau de pluie, car le niveau des précipitations ne dépasse pas 120 à 220 mm par an. Toute l'eau provient donc de la fonte des neiges. À la fin de l'hiver, une commission fait l'inventaire des zones enneigées, mesure celles qui sont significatives pour la vallée, et en quelques jours, grâce à notre système informatique, nous savons assez précisément de quelle quantité d'eau nous pourrons disposer pour le reste de l'année. À 240 km au sud de Mendoza, San Rafael est une oasis de 70 000 hectares de terres cultivables grâce à l'eau fournie par la neige des montagnes. Un microclimat protégé de l'humidité de l'océan Pacifique, moins de 300 mm d'eau par an, et une grande amplitude thermique due à l'altitude, 800 mètres, sont propices à la culture de la vigne. L'une des principales bodegas est l'œuvre d'un immigrant italien, Valentin Bianchi, qui arriva de Fassano et réalisa en 1928 un rêve impossible, créer sa propre cave. Dans la recherche de la qualité qui fait le succès de la cave, Laura Montero, ingénieure agronome, apporte ses conseils. Ces vignes produisent des vins particuliers, issus d'une vendange tardive. Ils ont un haut niveau de sucre et d'alcool, et pour l'obtenir, il faut ramasser les raisins après la période normale de maturation. Nous avons réussi à maîtriser la grêle avec ce système de filet de protection qui s'appelle Greenville. Au début, nous craignions que les mailles empêchent la lumière de passer et que ça provoque des maladies. Mais dans cette région, la lumière n'est vraiment pas un problème. Elle n'est pas un facteur limitant. L'ensoleillement est suffisant pour nous permettre d'utiliser le filet anti-grêle qui a énormément stabilisé le vignoble. Et en fait, nous avons beaucoup amélioré la qualité de nos vins. Aujourd'hui, sur un vignoble de 300 hectares de variétés nobles, les descendants de Valentin Bianchi produisent à la fois des vins tranquilles et des vins effervescents qui connaissent un grand succès sur le marché national et à l'exportation. San Rafael est devenu une appellation d'origine reconnue localement il y a une dizaine d'années, en attendant la mise en application de la loi nationale. Nous commençons par le capsulage qui se fait avec la première machine que vous voyez là. En 2 coups d'air comprimé, le bouchon est ajusté sur le col de la bouteille. Sur l'étiquette sont inscrits le nom de la marque et du produit, Bianchi tout simplement, et l'explication de la méthode champenoise qui consiste en une 2e fermentation en bouteille.
figure également la signature du fondateur de la cave, Enzo Bianchi. Dans l'atmosphère d'une douce soirée d'automne, le vin et le bœuf argentin vont composer ensemble une recette typique de Mendoza. Le bœuf en croûte. Quand on le prépare à la campagne, on fait des portions plus grosses, mais le temps de cuisson est alors beaucoup plus important. L'assaisonnement qui va l'accompagner est une sauce typique qui s'appelle chimichurri. C'est une sauce composée de beaucoup d'ingrédients et on dit qu'il y a autant de sortes de chimichurri qu'il y a d'argentins. Ensuite, la viande sera recouverte d'une pâte très simple à base de farine, de matière grasse, d'eau et de sel. C'est un plat relevé, épicé, assaisonné dans lequel on retrouve des goûts forts et prononcés. Je recommande un 100% Malbec, passé en fût de chêne français. Sa couleur est d'un violet intense, profond avec des reflets rubis. Je pense que c'est le meilleur choix pour accompagner ce repas, en harmonie avec ce qu'ont commandé les convives. Je crois qu'il ira très bien avec ce plat. Je vais préparer la sauce chimichurri. Je vais ajouter de l'origan, du piment doux, une pincée de cumin. Je vais ajouter également du piment rouge, de l'ail, du persil haché et de l'oignon. Maintenant, je vais lier tout ça avec de l'huile assaisonnée avec de l'ail et avec du poivre et beaucoup de vinaigre. Dans certains pays, on ajoute aussi du vin, mais en Argentine, on ne cuisine pas avec le vin, on le boit. Il faut laisser macérer tout ça pendant environ 6 heures, soit presque toute une journée. On peut préparer 2 sortes de pâtes. L'une, très simple, est composée de farine à laquelle on ajoute une pincée de sel et de l'eau. On l'appelle pâte morte car elle ne se mange pas. Si on veut la déguster, alors il faut y ajouter un peu de matière grasse. Pour les fêtes créoles, on travaille avec la pâte morte et on fait de grosses portions de viande. Bon, maintenant je vais disposer la viande dans la pâte. On fait une sorte d'aumônière. On ferme comme ça. Et je fais un petit nœud pour bien la présenter à nos convives. Autrefois, on creusait un grand trou dans lequel on allumait un feu et on y plaçait l'animal tout entier avec la peau. C'est pour cette raison que ça s'appelait rôti au cuir. On recouvrait l'animal et on le laissait cuire environ 6 heures. Dans le cas présent, on remplace le cuir par la pâte et il ne va cuire que 40 minutes, 1 heure tout au plus. Nous utilisons une viande tendre. En Argentine, la viande est très tendre.
Se mira los ojos. Es verdad, Felipe. Gracias. Ahora sí. Dije que era la más guapa. Ah. Esto no va a ser Dolores. Es más bonito. La région de San Juan, à 160 km au nord de Mendoza, est encore plus sèche que cette dernière. Cependant, avec un peu d'irrigation, la variété Cereza s'est acclimatée. Elle permet la production de raisins secs. Tout est naturel. Maintenant, ce raisin doit avoir une température d'environ 15 degrés. Et avec le temps, 20-30 jours environ, il va devenir un raisin sec. Le secret vient de la vigne, de la qualité du raisin de Pergola. Ensuite, ici, on complète le processus. À quelques kilomètres de ce paysage lunaire, le vignoble de la vallée de Tulum, conduit en pergola, produit d'excellents raisins de table et des mous concentrés très appréciés sur le marché international. Le vent qui arrive de la vallée du Sonda souffle souvent par ici. Le vent Sonda se lève derrière la montagne. Il arrive chargé de l'humidité du Pacifique, franchit les sommets en déposant de la neige en altitude et redescend plus sec avec des températures de 39-40 degrés et une humidité comprise entre 5-6 et 10%. Mais le vent Sonda, caractéristique de notre vallée, protège aussi le vignoble de toutes les maladies fongiques. Dans la province, presque 80% de la culture de la vigne se faisait en pergola. Cette disposition particulière à San Juan a été très importante pour les producteurs, en majorité espagnols. Ils prennent très à cœur ce qu'ils font et sont attachés à des rendements élevés. On utilise aussi beaucoup la pergola parce que 80% du raisin de table pour l'exportation provient d'ici, de la province de San Juan. Et ce système permet de bien conserver les grappes. Là, nous sommes dans le cadre de la vitis vinifera, du raisin fin pour le vin, mais pour la production destinée à l'export, il faut que les grappes soient bien couvertes pour obtenir la couleur et la maturité nécessaires. Dans la vallée de Pedernal, à 1500 mètres d'altitude, dans cette même région de San Juan, des investisseurs ont créé de toutes pièces, en 1997, un vignoble moderne destiné à produire des vins fins. Les variétés internationales qui ont été plantées couvrent aujourd'hui 300 hectares et produisent des raisins qui sont expédiés aux grands vinificateurs jusqu'à Mendoza. En 1994, on a commencé à planter les premiers vignobles. Dans la région, il n'y avait aucune expérience de culture de la vigne. C'était une zone d'élevage avec seulement quelques champs de luzerne. On a donc commencé par planter des cépages traditionnels, un peu de cabernet, de merlot, de chardonnay.
de Malbec, de Syrah et de Sauvignon blanc. Et au moment des premières vendanges, on a découvert des qualités surprenantes. Dante Heredia, jeune titulaire de la chaire d'œnologie de l'université de Cuyo, rencontre le chef de culture, Aldo Diaz, pour faire l'évaluation des récoltes de toute cette région. Cette partie de la peau est bien mûre et la pulpe colle bien au grain. Mais elle est un peu acide. Elle a souffert de la chaleur. Oui, mais elle est en train de récupérer. Oui, elle récupère. Ces jours de fraîcheur sont arrivés au bon moment. Cette année, il n'a plu qu'une seule fois en été, 15 mm. Et le reste du temps, il a fait une chaleur de plus de 30 degrés, ce qui n'est pas habituel par rapport aux autres années, à l'époque de la vendange. Des chaleurs brûlantes et subites. Comme c'est un sol pierreux et sablonneux, la racine ici travaille bien pour aller chercher l'humidité. Et ce sol convient très bien aux variétés de rouge. Vous pouvez voir un peu de salpêtre qui a l'arrosage à fleur en haut, mais pas en bas de la racine. Avec les anciens moyens d'irrigation naturelle, les sillons et les canaux, ce salpêtre allait jusqu'en bas. Mais avec le nouveau système de goutte à goutte, c'est le contraire. Il expulse le salpêtre de bas en haut. En direction de la Rioja, on pénètre dans une région désertique dont la pluviométrie est extrêmement faible, 130 mm par an. Dans la vallée de Famatina, grâce à l'irrigation, le cépage blanc Torrontés s'est forgé une réputation internationale. Le premier essor du Torrontés Riojano a eu lieu en 1987, quand une coopérative de la région a remporté le concours de Blay Bourget au Salon Vinexpo de Bordeaux, en France. Elle a gagné le prix du meilleur vin blanc sec du monde. Les jurés se sont demandé de quelle variété il s'agissait, d'où elle sortait, ce qui se passait. Ce fut une découverte. À plus de 1100 mètres d'altitude, la coopérative rassemble 600 viticulteurs qui possèdent 4500 hectares de vignes, produisant ensemble 450 000 hectolitres de vin. Dans toute la province, dans toute la vallée, on travaille pour modérer la vigueur du Torrontés Riojano. Non pas en appauvrissant le sol, mais en maîtrisant, en domptant les méthodes de culture de la plante. Que fait-on ? Nous parvenons à conserver l'énergie vitale de la plante afin qu'elle continue à donner chaque année une bonne quantité de bourgeons et de baguettes, et nous les taillons. Nous réussissons ainsi à avoir une production complètement équilibrée qui nous fournit une production de très bonne qualité, malgré la très grande vitalité de toutes ces pergolas de Torrontés Riojano. Ici, dans cette vigne, nous avons des plants d'une quinzaine d'années qui proviennent des premières plantations des petites propriétés de la région. Ce sont des plants qui ont une histoire. Leur vitalité à cette époque de l'année se remarque à leurs feuilles. Des feuilles amples, saines. Le Torrontés Riojano est une des variétés les plus nobles.
car il s'adapte à tous les types de sols et de climats. C'est vraiment un raisin d'excellente qualité. ¿Cuánto hace que la tienes? 24 horas. Están correctos también. Y se puede observar en él On observe une couleur jaune, amarillo verdoso, tenue, tirant légèrement sur le típico del vert, Torrontés riojano. typique du Torrontés Un vino riojano. vivo, cae en la copa y da esa sensación de vida, C'est un vin vif qui, dans le verre, donne cette impression de vie. Il n'est pas timide, timoré, au contraire, c'est un vin animé. Si vamos a la nariz, Au nez, es un vino que nos ofrece il offre principalement une quantité d'arômes de fruits una extraordinaires. cantidad de fruta extraordinaria. Tanto aromas De a parfums de flores, fleurs, comme les roses, par como exemple. aromas a ananá, De damasco, senteurs d'ananas, a d'abricots, frutas tropicales. de fruits tropicaux. Nos deja En bouche, un muy buen recuerdo, il laisse un bon souvenir, una sensación un de goût querer de otro revenez-y. poquito. ¿Qué es lo que realmente C'est queremos? vraiment ce que nous recherchons. Que el vino, cuando lo Quand tomamos, on no boit nos ce vin, dañe, il doit donner, procurer du sino que nos cause plaisir. placer. El vino Le vin ne se boit pas seul. no es buen compañero para tomarlo solo. Salud. Santé. De retour à Mendoza, dans l'aire de production de Luján de Cuyo, on découvre l'une des plus belles caves de la région. Elle offre aujourd'hui quelques-uns des vins les plus fins de l'Argentine. La famille Catena Zapata, originaire d'Italie, maintient ce flambeau du beau et du bon avec des vins de grande classe. Comprendre, connaître, voir ce qui s'est passé dans la Napa Valley est extrêmement important pour ce que je fais. Ce que j'ai découvert dans la Napa Valley, c'est qu'il y avait une véritable, je dirais, révolution, une sorte de rébellion du Nouveau Monde contre l'Ancien Monde, contre l'Europe. Là-bas, à cette époque, dans ces années-là, on parlait de la façon de produire des vins qui pourraient concurrencer les meilleurs vins européens, particulièrement les meilleurs Bordeaux et les meilleurs Bourgognes. Nicolas Catena Zapata, le propriétaire de cette bodega, ne s'est pas trompé en prenant ses modèles en Californie, dans la Napa Valley, dont le climat sec est comparable à celui de Mendoza. L'approche innovante de la Napa correspond également au nouveau marché international qu'il souhaite conquérir. J'ai été convaincu que cette région possédait un microclimat qui permettait de produire quelque chose de particulier. La cave elle-même devait faire passer le message qu'ici, on faisait quelque chose de différent de l'Europe. Alors j'ai découvert que ce qui était architecturalement le plus important en Amérique, bien avant l'arrivée des Européens, l'architecture principale, réellement grandiose, c'était l'architecture maya. Cette cave, quand on l'observe, a des angles et des formes inspirées du grand temple de Tikal au Guatemala. À l'abri de ce temple maya, on cultive un cépage devenu emblématique en Argentine. Le Malbec. Je ne croyais pas beaucoup au Malbec. Mais mon père m'avait demandé, pour lui faire plaisir, de produire un Malbec avec toute la technologie dont nous disposions pour en faire un vin capable de concourir au niveau international. Je me souviens d'avoir d'abord choisi 110 clones, puis de n'en avoir retenu que 5, que nous avons plantés sous différents microclimats. Et nous récoltons maintenant les fruits de ce projet. Aujourd'hui, le Malbec est une très très bonne surprise.
très agréable. Sorpresa muy, muy interesante, muy agradable.